artificielle n'est pas le seul lieu de l'humanisation de l'humain en général et en particulier. Alors, comme a dit le cardinal, c'est comme un conditionnement. On est obligé de se protéger beaucoup. On a eu tellement d'exemples. Comme je disais la fois dernière, quelqu'un à la puce, il est à Dubaï, il est à Djogo, il télévise sa maison à Douala, il dit bon, viens de voir la maison. Entre, appuie tel bouton. C'est là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc l'adaptabilité et cette capacité à repenser notre humanité, humanitarisation et même humanisation en intégrant cette donnée. Regardez un peu les coûts baissés. Regardez si vous allez à Amérique, tout le monde a le téléphone. Donc, c'est une donnée, c'est un lieu qui est devenu quasi insurmontable. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas penser l'humanité en Afrique en essayant, en mettant cette question de l'intelligence artificielle au cœur. Maintenant, nous les chercheurs, nous les visionnaires, nous les stratèges, nous les voyeurs, nous proposons des éléments à même de capaciter nos gouvernants, nos étudiants, nos structures, pour que l'élément de l'intelligence artificielle ne soit pas le lieu de la décapitation de l'humanité en Afrique, mais puisse renforcer. Ce sont des propositions qui peuvent ou ne pas aboutir. C'est ça le problème. Donc c'est pourquoi moi je tiens beaucoup à ce que les jeunes, les étudiants puissent travailler. Parce que les étudiants, ils connaissent. Moi, j'ai des neveux, j'ai des filles, ils te maîtrisent. Il a 10 ans, ils maîtrisent l'intelligence artificielle. Comment moi, je connais Yann, moi, je suis professeur, je connais Yann de l'intelligence artificielle. Lui, il a 10 ans, il connaît des process. Quand je prends le téléphone, il le travaille de telle sorte. Ce matin, j'ai découvert et comment je connaissais déjà, mais je ne connaissais pas la connaissance de cette connaissance. C'est-à-dire comment saisir en parlant. Donc, j'ai fait ma conférence, donc je pars, le téléphone saisit et je mets en forme. Ce que je fais en 3 jours, 4 jours, je l'ai fait en 1 heure. Donc c'est concret, c'est concret. Donc il faut tenir compte de ces éléments et voir comment notre humanité va perdurer parce qu'on a déjà connu des lieux de catastrophe, donc la fin de la traite, la colonisation, on parle de la déportation. Maintenant, aujourd'hui, comme vous disait la dame tout à l'heure, face à cette imposition, que faire? Qu'est-ce que nous devenons? Si nous ne pouvons pas résoudre les questions absolument de l'intelligence artificielle, ce que nous pouvons faire, comme disait le père, faisons-le. Faisons quelque chose sur l'éducation. Donc, je tombe donc à la seconde question. Effectivement, je vais prendre un exemple. Moi, dans ma classe, je n'autorise pas les gens qui portent les pantalons déchirés. C'est une consommation. C'est bien, non? Moi, je ne comprends pas. Les pantalons, j'ai vu donc, on a même des ouvriers chez nous et ailleurs, ils ont les culottes baissées là. Mais si tu vis en 1980, quelqu'un ne peut pas les laisser, excusez-moi, son slip dehors pour faire la mécanique, pour venir changer ton pneu. Il y a un changement d'épocal, mais on ne peut pas consommer pour consommer, c'est dangereux. Vous voyez ça, non? Les filles, l'autre, elles viennent avec la mini-jupe. Et elles soulèvent les pieds, toi tu es contraire. Et je dis aux autres, c'est quoi? Ils disent, oh, mais toi tu es congolais, tu ne comprends rien, on vit comme ça. On ne vit pas comme ça! C'est faux, c'est vrai! Il faut donc avoir un discernement civilisationnel. Ce n'est pas toujours évident. Donc le problème que la dame pose est très important. Le professeur Richard Omba, Laurent Richard Omba, a proposé un cheminement éducatif exceptionnel où les cycles, donc les 3 cycles, le premier cycle, donc le primaire devait être le lieu de l'économie primaire, donc agriculture, élevage. Le secondaire serait le lieu de l'économie secondaire, donc agro-pastoral, transformation, et le tertiaire serait le lieu de l'économie tertiaire, donc l'universitaire, tout. Mais on dit, professeur, vous êtes un grand prof, mais qui va accepter? Qui va accepter donc la différencialisation de l'école? Est-ce qu'on peut proposer? C'est une bagarre, c'est la mort. Les gens sont prêts à sortir la bombe atomique. Mais ils ont dit non, ils ont dit je vais sortir la bombe atomique pour que si vous voulez refuser le français. C'est pour dire que c'est difficile,
Vous allez proposer dans mon pays, il y a ce qu'ils ont dit l'école verte, c'est un parcours très intéressant. Toute l'école, du premier cycle au troisième cycle, est marquée par le parcours du vert, donc écologie, environnementale. Ce sont des propositions très limitées et les sont passes. Donc, les données sont erronées, c'est vrai. Les données sont biaisées. Les données, on a pris l'exemple de l'AS. Les gens qui partaient pour vous, ils ont dit, nous sommes là pour vous développer. 80 ans, il n'y a pas de développement. 80 ans. Moi, je ne savais pas que j'ai dit ça il y a une année, que la Guinée avait refusé de franc CFA. Et quand ils ont refusé le franc CFA aux indépendances, la Banque de France a produit la monnaie guinéenne pour nous noyer. Mais ils ne peuvent pas accepter notre liberté. Ils ne peuvent pas accepter. Donc, c'est dans ce contexte, c'est la bagarre. Le savoir, c'est la guerre. Donc, c'est très, très, très difficile. Et une question d'équilibre, il y a plusieurs questions. Donc, nous avons une partie de la solution, nous n'avons pas toute la solution, il faut des négociations. Et vous voyez comment les États de l'AS ne seront jamais libres, ne seront jamais en paix. Parce qu'il faut que ces modèles échouent. Parce que si ces modèles réussissent, c'est terminé pour l'Occident africain. Si les trois États réussissent. Donc, les questions, par exemple, académiques, ne sont pas seulement liées à la capacité, aux opérations des académiciens, des professeurs. Il y a le politique, il y a l'économique. Quelqu'un ne va pas investir là où l'ONU, l'UNESCO ne va pas les soutenir pour créer l'école. Donc, il faut beaucoup d'inventivité, beaucoup de propositions et quand vous proposez beaucoup, vous allez mourir. Jésus-Christ, le père de l'être, il est parti pour changer les éléments de son pays, il est mort. L'autre est mort, ça va Moïse dans l'avion, il allait faire une proposition, il est mort. Donc tu vas mourir. Hein? Donc Thomas Sankara a dit, si mes propositions passent sur la coopération, si on crée, on accepte de créer la Banque africaine, c'est pas une parler des propositions du dernier discours, vous allez le revoir. Mais si on n'accepte pas, je vais mourir. Il est mort. Il faut le tuer, il faut le mourir parce qu'il va changer la destinée des nations. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Notre marge de manœuvre est faible. Mais il faut, moi j'ai beaucoup apprécié les propositions du professeur Laurent Anglois, je voudrais le rencontrer, et d'autres qui donnent une éducation contextuelle. Mais la mise en pratique, c'est difficile. Il faut donc commencer par les petits pas. On ne sait pas, peut-être que vous allez être mieux que nous. Vous allez avoir beaucoup de liberté. Je vais aussi dire par un exemple. Vous voyez que, avec l'exemple de l'AES, il y a certaines sorceleurs qui ont eu peur. Bon, ils m'écoutent, même s'il y a des espions ici, parce que quand on fait la conférence, ça trouve des espions et des blancs et des autres. Alors, c'est comme ça, moi j'ai été curé, et on me montrait, ils venaient se présenter à moi. Leur rôle c'est d'espionner ce que nous disons et d'aller rapporter aux autorités. Donc, ils peuvent le faire. Donc, beaucoup n'ont pas remarqué cela. Il y a quelques années, vu la capacité et la volonté d'autonomie de la jeunesse africaine, un pays comme la France a invité les jeunes militaires africains qui sont dans des écoles de formation. Donc, à venir en France. Pourquoi? Pour défiler, pour être avec les militaires en formation en Europe, en France. Mais on va voir ça. Non. Nous sommes des visionnaires. C'est ceci. Comme on sait que l'armée peut prendre le pouvoir en Afrique, les jeunes militaires qui sont à Yaoundé, il faut les servir avec les jeunes officiers qui sont en France. Demain, quand ces jeunes militaires prennent le pouvoir, ils seront en contact avec leurs amis. Mais un homme de chemin de Goméza, il a fait la photo à l'Élysée. Il connaît la peur quand il prend l'avion. Donc on va toucher là où ils pourront avoir toujours la maîtrise. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Personne en Afrique n'accepte encore toutes les dominations africaines et européennes, françaises. Donc eux, étant stratèges, ils cherchent toujours des lieux d'aliénation de l'Africain. Le jeune qui va faire le selfie à Paris avec un officier blanc, il a 17 ans, il est déjà en formation ici, à l'école militaire. Il ne comprend pas qu'on est en train de travailler son cerveau. Pour que demain, quand il fera les commandes, il va appeler ses amis. Ses amis seront des généraux, lui seront aussi général ou colonel. Donc, nous devons être vigilants. On doit travailler en attendant que nos dirigeants prennent notre volonté au sérieux, comme ceux de l'AIS, et qu'on avance. Donc, je ne peux pas en dire plus, mais c'est un combat perpétuel. Et
les docteurs, les propositions depuis 40 ans, les thèses de doctorat. Ça a changé quoi, ça changera quoi. Mais petit à petit, on avance. Il y a Sky, l'Afrique d'abord, la valorisation est contente. Mais ce que je peux dire, ce n'est pas facile. L'espérance est pleine. Merci. On retient en outre qu'il n'y a pas une linéarité unique du développement. Il n'y a pas un seul auteur, il n'y a pas un seul chemin. La paix peut inventer son chemin. Il n'y a pas seulement celui dans le copisme ou alors le militisme. Voilà, l'état actuel de l'Union africaine peut-elle lui permettre de jouer son rôle dans la résistance avancée? De faire une question plus ou moins dans cette discussion. On a toujours considéré que la philosophie est masculinisée. Ce n'est pas le cas. Donc on a Hannah Arendt, philosophe allemand. On a plus ou moins Simone de Beauvoir. On a Simone Veil. On a d'autres, mais on aura beaucoup aussi. Je ne pourrais pas citer tout le monde. Alors, le discours philosophique a toujours ceci de compliqué et des fois d'ambigu qu'on cherche à regarder le référent dans la réalité. On ne le trouve pas. Lorsque Marx parle de la révolution, par exemple, les gens qui lisent Karl Marx aujourd'hui s'empressent de regarder ce que Lénine a fait. Ce que Lénine a fait, c'est justement de sauter sur la théorie de Marx, la théorie de la révolution de Marx. Marx explique que les prolétaires du monde peuvent se regrouper contre la bourgeoisie et renverser tout ça. Mais il n'y a plus que ça, parce que Marx a écrit un livre avec son frère Engels, un ami frère Engels, Friedrich Engels, Le Capital, pendant 22 ans. Et c'est la dimension la plus scientifique de toute la philosophie de Marx. Les Lénines sont restés, et les Mao Tse-tung sont restés au niveau de l'idéologie allemande, du manifeste du parti communiste, etc. Bien évidemment, leurs actions n'ont pas porté les fruits qu'eux-mêmes ils escomptaient. Lénine a été renversé, etc. Mao a perdu, etc. Mais leur héritage parle à l'Afrique. Je vais finir par leur héritage. Pour vous dire que c'est difficile de suivre un philosophe quand il parle et rechercher directement cela dans la réalité. Donc, mon idée de l'Union africaine, c'est une idée vraiment ordinaire, mais qui n'est pas l'idée de l'Union africaine que vous voyez. Ailleurs, dans d'autres textes d'articles, j'ai conceptualisé le grand regroupement de l'Afrique sous le terme de État continental. Et je parlais d'un continentalisme africain, un État continental puissant, au sens où Thomas Hobbes pense la manière dont un État doit être en matière, en forme et en fonctionnement. Donc ce que je développe ici a une présupposition. Le levier qui concerne la manière dont l'Union africaine doit jouer au moins cette fois-ci un rôle. C'est un levier qui invite l'Union africaine à regarder, à auditer, à aller chercher à comprendre ce qu'on fait des données qui sont contenues dans l'intelligence artificielle. Bien évidemment, nous ne sommes pas restés sur ce plateau seulement du point de vue du numérique. Quand je parle du big data, ça concerne aussi la robotisation qui fait des tâches, etc. Ça concerne des choses qui relèvent de la vie sexuelle, par exemple. Il y a des poupées sexuelles que les Chinois proposent au monde maintenant. Donc les gens qui sont en difficulté avec des filles peuvent sacrifier. Ils remplissent leur condition. L'idée est grande, mais ça on ne peut pas détailler l'idée des thématiques, mais on peut avoir un cadre de réflexion à partir duquel on déploie la suite de la pensée. C'est une réponse parallèle au prof donc, la présupposition que l'on propose, c'est qu'on arrive à une union africaine. Il y a effectivement des États Babawi. Et l'État Babawi, c'est que
Nous devons structurer le continent. Parce que le continent que nous avons à l'heure actuelle correspond à ce que j'appelle une anomalie historique. C'est devenu même une complexité qui tend, n'est-ce pas, à être insoluble. D'autant plus que l'Afrique est organisée, dirigée par des gens qui structurent ce qu'on appelle dans les théories de la géopolitique des pouvoirs oppresseurs. La plupart des gens qui, effectivement, sont à la tête de nos États représentent les intérêts d'autres gens, pas d'autres peuples, d'autres gens. Et quand je dis ça, ça veut dire que nous devons avoir une lecture aujourd'hui de la situation du monde en tant qu'une lecture marxiste et martienne. Il y a un rapport de force en toute chose, en tout point de vue. Du point de vue de la production des biens, du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue de la conception et du fonctionnement du pouvoir, du point de vue culturel, la manière dont effectivement les gens doivent structurer leur coutume, leur pratique régulière, du point de vue éthique, les valeurs que les gens doivent défendre. Il y a un rapport de force. Et bien évidemment, quand on suit la trajectoire historique qui nous a menés jusqu'ici, on voit très bien qu'il y a une idéologie qui domine le monde. Et pour reprendre Marx, les idées dominantes sont les idées de la classe dominante. Les idées qui dominent aujourd'hui, ce sont les idées de la bourgeoisie capitaliste. Et elle s'est structurée à travers une transnationalité. Donc de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la Chine, etc., de la Russie, etc., des États-Unis. Et c'est un ensemble de familles qui contrôlent les infrastructures. Au centre de la théorie marxiste, ça dit que les conditions à partir desquelles on peut produire les possibilités de survie et de vie. Ça dit édifier, par exemple, par ailleurs, les représentations de la conscience, les idéologies, l'État, la morale, la religion, les lois, etc. Nous devons prendre conscience de ça. Et l'Afrique, cette Afrique qui est la nôtre, est née de cette chose-là. Et donc, l'exemple c'est le traité de Berlin, quoi. Aucun Africain n'était présent sur la table. Donc, ce que nous appelons aujourd'hui le Cameroun devait vraiment nous faire mal. Parce que ça signifie crevette. Et cela a été décidé, bien évidemment, en 1884. Et donc, nous devons sortir de ce champ d'acquisition pour nous approprier de nous-mêmes au sens, n'est-ce pas, de moyen du terme. Et cela passe par quoi? Par l'idée que nous devons structurer les normes qui sont les nôtres. Un peuple, un État, une nation, etc. a quelque chose qui fait sa substance, son ontologie. C'est une constitution. Nous n'avons pas. Nos constitutions sont des importations. Et c'est un gros problème. Donc, pour finir, l'Union africaine dont je parle n'est pas ce que vous croyez. C'est une union qui se construira, qui est à construire, et qui doit se construire sur la base d'un ensemble de ressources de philosophie politique que l'humanité a toujours disposé à nous jusqu'ici. De partant, n'est-ce pas, du 3e millénaire de l'Égypte pharaonique, avec la grande pensée de Tao Te. Vous avez les parties de Tao Te qui ont été regroupées en un texte, n'est-ce pas, de livre par Christian Jacques. Et donc, un égyptologue qui effectivement pensait du point de vue net. Les pensées de Tao Te inspirent l'humanité, et qui justement est reprise par la pensée de Socrate, reprise effectivement par tout ce que nous voyons dans la manière dont Platon déploie ses écritures dans la République. La manière dont la modernité embrasse tout ça avec les philosophes du contrat social, ça nous parle. Nous devons structurer, de mon point de vue, nous devons structurer cela à partir d'une position de Hobbes. C'est très important parce que l'humanité est fondée sur une chose fondamentale, c'est l'intérêt. La vision de l'intérêt, c'est celle qui doit nous importer dans la manière de construire l'ordre du pouvoir. Et c'est en cela qu'on peut arriver à une Union africaine qui soit une union qui défend la paix et la sécurité de tout le monde, en évitant effectivement les invasions étrangères. C'est là où je termine. Merci beaucoup. Voilà. Il faut donc savoir s'arrêter. Et nous allons nous arrêter pour donner la parole à celle qui a bien voulu nous faire un résumé de nos travaux, un résumé de nos envolées. C'est elle que nous sommes appelés à
après la synthèse qui sera présentée par Dr. Martin, merci. Nous serons de disponible place au docteur pour la synthèse. L'intelligence artificielle se pose inéluctablement aujourd'hui comme l'une des transformations technologiques émergentes des innovations du XXIe siècle. De l'automatisation des tâches à la prise de décisions algorithmiques, de la médecine à l'éducation, de la gouvernance à l'économie numérique. C'est en ces termes que le Conseil scientifique de l'Institut supérieur de philosophie Saint-Joseph-Mungasa, par les mots de son président, le Dr Robert Ndobo, a planté le décor de ces échanges de cette 9e édition du Café philosophique. De ce mot se dégageaient des effets importants et imprévisibles, ou même des risques de cette nouveauté, ainsi que l'urgence et la responsabilité pour l'Afrique d'agir. Dans les traditions africaines, dans ce genre de situation, les anciens des communautés suspendaient le cours normal de la vie. Ils se réunissaient alors sous l'arbre à palabres pour un temps de réflexion collégiale, consultaient les oracles et s'appuyaient sur la sagesse des ancêtres pour trouver une solution. C'est dans ce sens que depuis mardi dernier après-midi, nous avons presque tous suspendu pour réfléchir sur cette nouvelle et importante donnée de notre environnement et de notre ère, l'intelligence artificielle. L'Institut supérieur de philosophie Saint-Joseph-Mungasa, pendant ce dernier jour, s'est donc mu en arbre à palabre sur lequel se sont rassemblés les sages que nous avons écoutés en vue d'identifier le problème, de l'examiner et de savoir, comme Africain, la conduite à tenir à une époque où ce savoir gouverne le monde. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? D'où vient-elle? Comment faire et que faire avec elle aujourd'hui? C'est principalement à ces questions qu'on a tenté de répondre au cours de ce 3 après-midi. On situe les fondements philosophiques et anthropologiques de l'intelligence artificielle dans la nature même de l'homme. Il est un être limité, caractérisé par sa soif de savoir plus et d'être mieux.
Il est maître de science, un homo sapiens, et donc un être appelé à faire travailler son intelligence pour payer et suppléer à ses membres. De ce point de vue, l'intelligence artificielle est un outil scientifique qui vient remédier aux limites naturelles de l'homme. Le concept d'intelligence artificielle en lui-même est prononcé pour la première fois lors d'une conférence de Turin vers les années 1956, faisant allusion à des programmes informatiques qui doivent simuler le comportement humain. D'un point de vue philosophique, à travers Aristote, on peut voir la préfiguration de cet outil techno-numérique depuis l'Antiquité. Avec ces penseurs grecs, nous apprenons que toute connaissance débute par l'essence et est formalisée par la raison. La connaissance logique qui est basée sur des principes et des règles de la logique formelle, matérialisée par le raisonnement cohérent, préfigure ainsi l'intelligence artificielle. On peut, de ce point de vue, voir les bases de cette connaissance à travers cette volonté de théoriser, de dire, de posséder. L'intelligence artificielle, c'est parmi lesquelles l'intelligence artificielle est quoi trop faible, la générative qui suscite beaucoup d'engouement parce qu'elle aide beaucoup l'homme à remédier à ses limites, la discriminative, la super intelligence artificielle comme pour pouvoir remplacer l'homme et l'intelligence artificielle numérique qui domine le monde aujourd'hui. Son expression est donc plurielle. Elle entraîne donc aussi une pluralité d'opportunités pour l'Afrique sur tous les plans, la santé, l'éducation, la culture, etc. Une pluralité de défis, notamment la dépendance de l'Occident en ce qui concerne l'économie, les aides des infrastructures énergétiques, la gouvernance relative aux données collectées, l'éducation des populations, etc. Bien plus, cette intelligence soulève également des problèmes éthiques tels que la génération des scènes, l'alignement culturel, la perte de certains emplois, les problèmes d'hallucination, l'exposition des données, etc. Face à ces défis et à ces problèmes, malgré la fascination, légitimement, on s'interroge. On s'inquiète même. Que faut-il faire? On fait recours à la phronésis, cette prudence ancienne. Dans ce sens, on peut réexaminer le comportement de Phaéton, ce personnage ultimé de Platon, dans la mythologie grecque. Il nourrit la prétention de se substituer au dieu soleil dans sa charge quotidienne. Mais ayant perdu le contrôle de son char, il expose la terre à toutes ses actions. Ne serait-ce pas la fonction humaine aujourd'hui face à une intelligence artificielle aux tentacules démesurés? C'est un appel à la prudence. Je ne suis pas à un seul instrument d'efficience technique, mais qu'elle constitue, selon l'ontologie de Bernard Stiegler, un pharmacon, un dispositif dont la puissance de remède n'a d'égal que sa toxicité potentielle, c'est-à-dire le risque qu'elle engendre une perte d'autres savoirs et bien plus celui de l'aliénation de la personne. Il y a donc aussi le défi de la responsabilité humaine liée à cette intelligence, à la fois remède et poison. L'intelligence humaine qui en est la source ou la productrice doit donc continuer de veiller à ce qu'elle soit au service de l'homme. Et l'Afrique dans tout ça,
manque donc gravement en parodiant le titre d'un ouvrage Cassette ans. Que réellement l'intelligence artificielle en Afrique et l'Afrique avec l'intelligence artificielle. Ce nouvel instrument d'hégémonie mondiale doit-elle se limiter à un marché de consommation de données étrangères? Comment ce continent peut-il résister face à cette nouvelle hégémonie mondiale? Autant le dire, ce continent au défi pluriel est face à son destin et ne doit ni passer pour une victime, ni rêver d'un miracle salvateur. Mais l'Afrique doit être vigilante et bien reconnaître que ce basculement technologique s'accompagne d'une autre forme de colonisation, la colonisation numérique, une autre forme et un autre moment d'épistémicide relativement aux savoirs locaux qui s'effacent sans malheureusement être remplacés. Et ce n'est pas seulement l'épistémicide, celui-ci s'accompagne du risque d'aliénation ontologique. En effet, l'adoption généralisée de l'architecture algorithmique conçue par les puissances du Nord, GAFAM ou de l'Est, BAST, ne constitue pas un simple transfert technique, mais expose l'Afrique à une possession et à une domination nouvelle et même à une aliénation phénoménologique profonde. Dans cette situation, l'une des réponses philosophiques est que malgré cela, il faut s'embarquer dans ce bateau pour ne pas rater le rendez-vous planétaire de l'hominisation commune. Pour cela, il faut même démocratiser la puissance informatique et partant l'intelligence artificielle. Autrement dit, il faut vulgariser ce savoir de manière à ce que, dans la mesure du possible, cet instrument soit connu et utilisé même au fin fond des villages. Mais il faut tenir compte des méfaits et des risques de l'intelligence artificielle qu'il faut travailler et dépasser. En un mot, comme ami, en tant qu'Africain, l'on est invité à travailler pour domestiquer l'intelligence artificielle, pour se l'approprier, pour la connaître tard, comme l'ont fait d'autres outils à travers d'autres révolutions dans le passé. Ce savoir vient soutenir, enrichir et perfectionner l'intelligence naturelle. Comment y arriver à peut-on se demander? Cela exige une innovation pédagogique qui doit intégrer l'intelligence artificielle ou davantage l'informatique dans l'éducation, dans les programmes de formation à tous les niveaux pour une véritable formation intégrale de l'homme. Bien plus, cette éducation doit veiller à sortir des standards eurocentrés pour s'enraciner dans les réalités africaines et les valoriser avec des langues, des traditions et bien d'autres données locales, et en mettant l'homme au centre de ce processus, insistant sur le fait que l'intelligence artificielle est un assistant et non le remplaçant de celui-ci qui doit en demeurer le maître et le principal responsable. L'intelligence artificielle n'est donc pas une fatalité historique pour l'Afrique. Celle-ci peut et doit l'accueillir, l'utiliser comme un levier de puissance, de décolonisation, notamment en codifiant ses richesses culturelles, par exemple en introduisant l'éthique Ubuntu au cœur même de l'algorithme, substituant par là l'individualisme calculatoire à une métaphysique de la relation et des communs numériques. C'est, entre autres, le rôle que la philosophie doit continuer de jouer au côté de ce savoir. Mais, pour y arriver, il faut une véritable volonté politique commune aux pays africains. En d'autres termes, il faut rompre avec l'individualisme et s'ouvrir véritablement à l'intégration panafricaniste, s'entourer
d'enclavrage philosophico-éthico-juridique. Pour relever ces défis, les organisations africaines telles que l'Union africaine et bien d'autres, ainsi que l'intelligentsia africaine, ont un rôle spécial à jouer. Tout cela accompagné des investissements ciblés. Nous vous remercions. Donc, on a dit nos ovations sont timides, innovations encore plus fortes. À présent, nous allons mettre la parole au technicien de l'organisation et nous allons suivre le discours de clôture officiel de notre café philosophique. J'ai nommé Dr Robert Lobo sous vos ovations, s'il vous plaît. Révérend Père, recteur de l'Institut supérieur de philosophie Saint-Joseph de Cassa, honorable membre du conseil de direction, chers collègues enseignants et chercheurs, chers étudiants, mesdames et messieurs, au terme de ces journées de réflexion, il me revient l'honneur et la joie de prononcer ce discours de clôture de notre café philosophique 2026. Le thème qui nous a rassemblés pendant ces 3 jours n'est pas un simple sujet académique parmi tant d'autres. Il touche au destin même de l'homme contemporain, à la manière dont nos sociétés se comprennent elles-mêmes et à l'avenir que nous voulons construire pour l'Afrique. Ces moments d'échange intellectuel auront été riches, intenses et profondément stimulants. Pendant 3 jours, nous avons tenté ensemble de penser l'un des phénomènes les plus marquants de notre époque, à savoir l'essor de l'intelligence artificielle et ses implications pour l'homme, la société, la culture, l'éducation, la politique, l'économie et que sais-je encore. Nous avons compris que l'intelligence artificielle n'est pas seulement une révolution technologique, elle est aussi une révolution anthropologique et éthique. Elle oblige l'union fondamentale sur l'homme, la liberté, la responsabilité et j'en passe. Pour l'Afrique, ces interrogations revêtent une importance particulière. Notre continent ne devrait pas se contenter d'être un simple consommateur passif des technologies avancées, des discernements, de créativité et de propositions. Elle doit contribuer à humaniser la technologie à partir de ses valeurs propres. Tout au long de notre café philosophique, des voix se sont élevées pour rappeler que la philosophie demeure indispensable à notre temps. Dans un monde fasciné par la performance technique, la philosophie nous apprend encore à réfléchir, à questionner, à discerner et à donner du sens. Nous avons également pris conscience des nombreux défis qui accompagnent le développement de l'intelligence artificielle en Afrique, mais nous avons aussi découvert des raisons d'espérer. L'intelligence artificielle peut devenir un instrument de développement, notamment dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'éducation, de la gouvernance et de la recherche scientifique, à condition toutefois que cette technologie soit mise au service de l'homme et non l'homme au service de la technologie. Notre responsabilité commune est donc immense. Nous sommes appelés à former une génération capable non seulement d'utiliser les outils numériques, mais surtout de penser leur sens, leurs limites et leurs finalités. Une Afrique qui pense est une Afrique qui se libère. Une Afrique qui réfléchit à la technique est une Afrique qui protège son humanité. Mesdames et messieurs, permettez-moi à présent d'adresser les sincères remerciements aux conférenciers et communicateurs pour la qualité scientifique de leurs interventions, aux modérateurs et rapporteurs pour leur précieux travail, aux autorités académiques et administratives pour leur accompagnement, aux médias
Radio Maria, Télévision 4, Canal 2 et ceux de la presse écrite pour la couverture de l'événement. Aux étudiants et participants pour leur présence active et leur contribution enrichissante. Au comité de nombreux sacrifices consentis en vue d'assurer le succès à ces assises. Je formule maintenant le vœu que ce colloque ne demeure pas un simple événement académique, mais qu'il ouvre un véritable chantier de réflexion africaine sur l'intelligence qui est sémée ici, porte les fruits dans nos universités, nos institutions, nos communautés et nos sociétés. Comme nous rappelle souvent Ebenezer Monet, le développement véritable ne peut être séparé de l'excellence humaine et morale. De même, aucune avancée technologique ne saurait remplacer l'éducation de la conscience. Mesdames et messieurs, à l'heure où l'humanité semble parfois hésiter entre le progrès et la perte des repères, l'Afrique est appelée non seulement à recevoir la technologie, mais aussi à humaniser le progrès. Puisse ce colloque contribuer à faire émerger une pensée africaine de l'intelligence artificielle, profondément enracinée dans nos cultures, ouverte à l'universel, attentive à la dignité humaine et éclairée par les valeurs spirituelles qui fondent notre civilisation. Avant de nous séparer, et en prévision de l'année prochaine, je vous dévoile déjà en exclusivité le thème de la 10e édition de notre traditionnelle rencontre. Il est libellé comme suit: Philosophie, espace public et citoyenneté en Afrique. Sur ces mots, et au nom du Conseil scientifique, je déclare officiellement clos les travaux du Café philosophique 2026, 9e édition, sur le thème Philosophie et intelligence artificielle, défis et enjeux pour l'Afrique actuelle. Je vous remercie. Quelques informations concernant la fin de l'année académique 2025-2026. Après ces soirées heuristiques, nous allons nous retrouver à partir du 27, c'est-à-dire lundi, au 29 mai 2026, pour les examens du second semestre des philo 3. Du 1er au 5 juin 2026, les examens du second semestre pour les philo 1 et philo 2. Restant sauf l'organisation des examens anticipés pour les philo 1 et philo 2. Je voudrais à présent vous présenter une production intellectuelle que je vous recommande vivement. Il s'agit d'un ouvrage intitulé Quand calculer ses pensées. L'ouvrage préfacé par M. Déchou Roland Toussaint a été rédigé par notre confrère et notre collègue, le préfet des études de l'Institut supérieur de philosophie Saint-Joseph de Gassar, j'ai nommé Père Noël Dolalina. Vous trouverez l'ouvrage dans l'exposition qui est là dehors à seulement 5 000 francs, c'est-à-dire une contribution en réalité à la production de cette œuvre. Maintenant, avant de nous séparer, nous avons commencé par la prière, nous devons terminer par la prière, et après cette prière, j'invite tous nos invités panélistes et autres enseignants présents dans la salle à se diriger vers la salle de philo 1 pour un cocktail dînatoire de fin du banquet épistémologique. Je demande au Père Côté de venir nous impartir la bénédiction finale, que les uns et les autres, sur le chemin de leur retour, soient protégés par le Seigneur. Au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous qui sommes présents au nom du Seigneur. Et à faire le ciel et la terre.